Allons-y. Ok. Écoutez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Clotilde, qui est la fondatrice de Koya. On est également avec Victor, qui est le cofondateur de Neo. Tous les deux, ils ont lancé des startups dans l'impact. Et aujourd'hui, ils vont nous raconter un peu leur histoire. Ils vont nous donner leurs conseils. Ils vont un peu nous expliquer par quel passage ils sont passés, leurs problématiques. Donc, voilà. Clotilde, Hector, est-ce qu'on pourrait commencer par en savoir un peu plus sur vous, sur vos startups? Et, est-ce qu'il y a un volontaire? Vas-y, Hector, je t'en prie. D'accord. Normalement, c'est honneur aux dames, mais allez, j'y vais. Enchanté à tous d'être là. Moi, je suis Hector Santi et avec mon cousin, on a créé une start-up dans les cosmétiques éco-responsables. Donc, ça s'appelle Neo. Et en fait, c'est un gel douche sous forme de bille, solide et soluble, qu'il suffit de diluer à l'eau pour recréer un gel douche. Et la deuxième innovation qu'on a mis à côté de ça, c'est donc un flacon en acier inoxydable, du coup, qui sert de récipient et qu'on garde à vie, parce que l'acier, c'est robuste et ça tient dans le temps. Et en fait, toute cette chose-là nous permet en fait de supprimer le plastique à usage unique de nos salles de bain. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais en fait, chaque flacon de gel douche vide pèse à peu près 25 grammes, ce qui paraît pas énorme en fait à l'utilisation, mais multiplié par le nombre d'utilisateurs en France et la fréquence de réachat, ça représente plus de 4500 tonnes de plastique à usage unique qu'on jette chaque année. Et juste pour donner un exemple, ça représente le poids de 15 Airbus A380 qu'on jette donc chaque année en France juste pour nos gels douche. Donc nous, ça a été l'idée a été de supprimer tout ça en gardant l'utilisation d'un gel douche et le côté agréable que ça peut avoir. Ok, super. Merci beaucoup, Hector. Quel pitch. Pour ma part, je m'appelle Clotilde Pérez, j'ai 25 ans, je suis ingénieure chimiste de formation et je suis la fondatrice de Koya, qui est une solution d'accompagnement à la transition écologique pour les particuliers et les collaborateurs d'entreprise. Donc, ce qui a amené à créer le projet, c'était avant tout un besoin personnel d'accompagnement dans ma propre transition écologique. Et petit à petit, en commençant à réfléchir voilà, aux besoins, je me suis dirigée vers l'entrepreneuriat. Donc, ce n'était pas du tout une entrée par la porte entrepreneuriale, c'était une entrée par le besoin et une ouverture sur ce besoin qui m'a amenée à développer le projet. Et donc, ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il y avait un besoin, c'est qu'actuellement, on a 77% des Français qui se disent prêts à changer leurs habitudes de vie au quotidien pour réduire leur impact environnemental. 77%, c'est énorme. Et en réalité, si on regarde tout simplement rien que dans son entourage, alors qu'on est quand même dans des milieux qui sont plutôt privilégiés, où on a reçu une certaine éducation, etc., on se rend compte que c'est rien qu'en sachant les problématiques environnementales et en se disant qu'on a envie de passer à l'action, ce ne sont pas des facteurs qui nous font réellement passer à l'action. Et donc, petit à petit, en creusant le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai manque d'accompagnement, un vrai besoin d'accompagnement. Et donc, petit à petit, en creusant le sujet, on est arrivé à la construction de Koya. Et l'objectif était de la construire pour les individus. Et on s'est rendu compte petit à petit que les individus pouvaient être des particuliers, mais aussi des collaborateurs d'entreprise ou des citoyens. Et donc, on en reparlera par la suite au cours de l'entretien, mais on a développé toute une stratégie pour permettre à notre solution d'atteindre un maximum de monde et faire en sorte que, in fine, chaque individu puisse avoir des outils performants de réalisation de leur transition. Ok, Voilà. super clair. Merci beaucoup. Donc là, vous êtes tous les deux partis d'une problématique. Ok, une fois que vous avez cette problématique, vous avez une idée de projet. Et une fois que vous avez cette idée, c'était quoi les prochaines étapes? Vous avez peut-être fait une étude de marché pour commencer. Comment est-ce que vous l'avez fait? Comment est-ce que vous avez sélectionné vos premiers partenaires? Typiquement, Hector, toi, comment est-ce que tu as sélectionné le laboratoire avec lequel tu travailles? Voilà, tout ça peut-être dans une logique d'impact. Comment est-ce que vous avez fait ça? Alors ça c'est une super approche parce qu'en fait on a souvent l'idée, enfin moi c'est un peu l'idée que je me faisais de l'entrepreneuriat, le côté j'ai une super idée, je la fabrique et je deviens Elon Musk et j'envoie des fusées sur l'espace. En réalité, entre le moment où on a eu l'idée et aujourd'hui on est 19 mois plus tard, on ne fait pas du tout la même chose que ce qu'on avait imaginé au départ. C'est parce qu'en fait les idées qu'on a, elles sont vachement amenées à évoluer justement par ces études de marché, justement par comment les gens reçoivent les innovations qu'on veut créer. Donc ça nous oblige, nous, à toujours remettre en question, à pivoter et finalement à adapter ce qu'on est censé faire. Donc nous, quand on a eu l'idée avec Paulin, du coup, mon associé et cousin, nous, on avait donc l'idée de faire ces billes de gel douche à diluer.
on s'est rapproché d'un laboratoire, mais nous, la première question, ça a été en fait de se poser, qu'on s'est posé, c'est est-ce que c'est possible de faire ça? À l'époque, il n'y avait pas de concurrence sur ce marché, donc on n'avait même pas la certitude qu'il était possible de faire un gel douche à diluer. Donc nous, ça a été vraiment notre première étape. On a ensuite creusé un petit peu, et ça, c'est vraiment une partie compliquée, c'est de trouver dans son réseau actuel, et vraiment, c'est la famille, les amis, de trouver des gens qui ont des connexions avec l'univers qu'on veut atteindre. Donc nous, ça a vraiment commencé par là, et c'est par le beau-frère de mon cousin qu'on a eu une connexion lointaine dans les cosmétiques. Et ensuite, on a eu un rendez-vous téléphonique avec quelqu'un qui s'y connaissait vraiment bien en cosmétique et qui nous a dit, bah voilà, sur ce secteur d'activité, il y a quelques labos qui sont bien. Et souvent, on crée les connexions comme ça. Donc, on peut repartir directement au sein de la famille. Donc, vraiment, ça part de là. Voilà un petit peu comment ça a commencé, en fait. Ok, super, merci beaucoup. Clotilde, je te laisse continuer. Oui, mais moi j'ai eu une approche complètement différente parce que contrairement à Hector, mais j'avais pas eu d'expérience professionnelle vraiment significative et encore moins dans le milieu de l'écologie, puisque j'ai commencé à développer mon projet quand j'étais étudiante et quand j'étais en alternance dans un grand groupe de cosmétiques justement. Donc finalement, on aurait peut-être dû échanger avec Hector. Carrément. Mais bon, ça m'a quand même servi, mais pour d'autres aspects. Et donc, ouais, j'étais au milieu de mon alternance, au milieu de mes études. Donc, clairement, c'est pas par le réseau à proprement parler que j'ai pu trouver les bonnes orientations au départ. Ça a été par mon école, en fait, où très rapidement, quand j'ai eu l'idée, au départ, bah, pendant 2 semaines, j'ai gardé ça pour moi et juste ça a fait son petit bout de chemin dans ma tête. Et à un moment, je me suis dit, bon, de toute évidence, je ne pourrais pas développer un projet si je ne m'y mets pas sur voilà, une durée suffisamment significative et que j'y mets pas suffisamment d'efforts. Donc, je me posais la question de savoir s'il fallait que je mette un temps d'arrêt dans mes études d'ingénieur ou alors s'il fallait que j'aille d'abord au bout de mon diplôme, de mon cursus et qu'ensuite je me lance dans autre chose, etc. Et donc, je me suis rapprochée de mon école qui m'a parlé d'une association spécialisée dans l'entrepreneuriat étudiant qui s'appelle Enactus et spécialisée dans l'entrepreneuriat à impact plus spécifiquement. Et donc, en me rapprochant de cette association, j'ai pu commencer à découvrir les premières étapes du développement d'une entreprise. Mais c'était vraiment, encore une fois, je n'avais pas du tout pour objectif de créer une entreprise. Je ne savais pas ce vers quoi j'allais. Je savais juste que j'avais un besoin et une idée pour essayer de résoudre le problème que j'identifiais. Et Hector disait tout à l'heure, entre l'idée qu'on a au début et ce qui se fait de manière effective après, il y a beaucoup, beaucoup d'évolutions. Et bon, à ce moment-là, j'avais besoin justement voilà, de valider le besoin. Donc, première étape, par le biais de cette association, j'ai pu faire mon étude de besoin, étude de marché, donc besoin concurrence. Et en fait, très vite, dans ce début de programme d'accompagnement, il y avait une compétition nationale en fait, organisée en mai. Donc, moi, j'ai eu l'idée en janvier et en mai, je proposais de présenter mon projet. Donc, le fait d'avoir cette entrée par un programme d'accompagnement, ça a été très structurant dès le début, de manière assez scolaire, mais ce qui me correspondait bien puisque j'étais encore dans une dynamique étudiante. Et en plus de ça, c'était spécialisé dans l'impact. Donc voilà, au départ, vraiment step by step, très classique d'un programme d'accompagnement entrepreneurial, étude de besoins, étude de marché, vérifier qu'on ne change pas complètement, prototypage, etc. Enfin voilà, les études, le processus assez classique. Donc plus long, mais voilà, au moins, on ne grille pas d'étapes. Ok, super, merci beaucoup. D'ailleurs, à ce sujet, au niveau de l'écosystème Impact et de tous ces partenaires, comment est-ce que vous avez intégré ces écosystèmes Impact? Est-ce que vous le recommandez de vraiment vous immerger dans des écosystèmes où il y a plusieurs acteurs dans l'impact? Est-ce que vous avez peut-être des noms des acteurs, des assos, voilà. Est-ce que vous avez des conseils à ce sujet-là? Notre rencontre a été permise par un programme d'accompagnement justement qui s'appelle Live for Good. Donc, à la limite, je pourrais renoter dans le chat les différents noms qu'on cite. Hector, je continue sur ma lancée si ça te va. Vas-y. Moi, j'ai eu plusieurs programmes d'accompagnement. Donc, il y a eu Enactus, qui est une association, mais du coup, c'est vraiment pour les étudiants. Mais peut-être que parmi vous, il y a des profils encore étudiants, donc ça peut vous intéresser. Donc, Enactus, il y a eu Live for Good, il y a eu Starting ESS de la mairie de Paris, de la maison des initiatives étudiantes. Donc là aussi, c'est si vous êtes jeune, soit étudiant, soit jeune diplômé,
et que vous avez besoin d'un écosystème un peu entrepreneurial rattaché à la mairie de Paris, ça peut être intéressant aussi. C'est des programmes d'accompagnement assez courts. Il y a le système de pépites en France, pareil pour les étudiants entrepreneurs. Donc, j'espère qu'il y a des étudiants parmi vous, que je ne dise pas tout ça pour rien. Et bon, je pense que vu la diversité des projets entrepreneuriaux qu'on trouve maintenant, il y a souvent beaucoup d'étudiants qui se lancent là-dedans. Live for Good, du coup, qu'on a intégré avec Hector. Et en fait, et là, donc, moi, je suis en train d'intégrer le programme Pépite Startup Île-de-France avec School Lab et Station F. Et donc, globalement, pour la majeure partie des programmes d'accompagnement, c'est sur candidature, entretien, etc. Enfin, c'est vraiment, on a un processus d'intégration. On doit monter un dossier, le proposer, faire différentes étapes de recrutement, en fait, comme on pourrait le faire avec des pitchs, etc., comme on pourrait le faire pour un boulot. Les financements. Oui, avec un plan de financement. Enfin, voilà, montrer que le projet est solide de bien des manières et qu'on est apte à le porter. Donc, plus on est early stage et plus le projet en tant que tel ne va pas vraiment intéresser les personnes qui vont vous faire rentrer dans l'écosystème. C'est plus votre posture entrepreneuriale qui va compter parce que les personnes savent, c'est comme avec des investisseurs, les personnes savent que vos projets vont évoluer dans le temps, même dans la période du programme d'accompagnement. Donc voilà, souvent, c'est des processus simples comme ça. Après, ça peut être par du bouche à oreille, notamment quand c'est dans un cadre associatif, où on peut vous faire découvrir une association et puis petit à petit, vous l'intégrez. C'est pas, voilà. Mais généralement, c'est plutôt des processus d'intégration classiques. Hector, je ne sais pas si toi, tu en as d'autres. Si toi, oui, tu as raison. Ouais, nous, du coup, on a du coup Live for Good où on s'est rencontrés, qui est vachement bien parce que pour le coup, eux, ils sont vraiment dans l'impact. Et ça, d'un point de vue impact, c'est le seul incubateur impact où on est. Et je dois avouer que c'est un jeune incubateur qui a que 5 ans, mais qui est hyper dynamique. Ils ont vraiment des experts sur plein de sujets, donc ça nous a vraiment aidé, surtout sur des questions. Il y a aussi la partie communauté qui est hyper importante dans ce genre d'incubateur. On rencontre plein d'autres projets qui ont des problématiques qui sont souvent communes. Surtout quand on commence, je pense qu'on a tous un peu le même genre de problème. Ça peut être trouver un comptable, ça peut être créer sa société, des choses comme ça. Et ça, c'est vachement bien d'être évidemment avec d'autres entrepreneurs et des experts en face qui nous aident. Et nous, de notre côté, on a Réseau Entreprendre. Alors là, Réseau Entreprendre, c'est un peu particulier parce que c'est à moitié du financement et à moitié un programme d'incubation, dans le sens où ils nous font des prêts d'honneur, c'est-à-dire qu'ils prêtent en nom propre donc aux porteurs de projet, sachant que le porteur de projet s'engage à reverser l'argent, à injecter l'argent dans la société. Et ensuite, on rembourse une fois que le projet fonctionne. Donc ça, c'est évidemment super. Et surtout, on a un coach pendant 2 ans qui nous suit, avec qui on fait des points très réguliers. Et ça, c'est vachement important d'avoir un ou deux coachs grâce à ces incubateurs. Le Sorgood, on en avait un également. Et en fait, c'est vraiment fondamental d'avoir ce genre de coach parce que c'est des gens qui prennent vraiment qui prennent vraiment une distance, qui connaissent très bien le projet, mais qui prennent une distance. Ce qui fait que nous, je ne sais pas si ça t'arrive aussi, Clotilde, mais nous, on est partis dans plein de directions, des directions un peu farfelues, un peu bizarres. Et c'est trop bien d'avoir quelqu'un d'extérieur qui dit attends, calmez-vous 2 minutes. Au départ, vous étiez parti sur ça. Là, vous voulez pivoter à fond. Parce que ça rejoint toujours cette idée de on tâtonne, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien. Et on essaie toujours d'adapter, de changer un petit peu notre façon. C'est pour ça qu'on aime bien aussi. C'est pour ça qu'on crée des startups aussi. Hein, parce qu'il y a ce côté un peu découverte chaque jour, on découvre et on s'adapte. Donc ça, c'est vraiment trop bien d'avoir des coachs. Après, moi, sur les incubateurs, là où je fais attention, c'est que j'ai déjà vu des projets qui avaient plein d'incubateurs en même temps. Donc, c'est pas ton cas, Clotilde, mais des incubateurs vraiment où j'ai vu des projets où il y avait 3-4 incubateurs en même temps, 4 programmes. Et il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui prend énormément de temps. Ça prend du temps déjà pour candidater, tout le process de sélection que tu as bien évoqué, Clotilde. Donc, c'est créer des dossiers, c'est créer tout ça. Quand on l'ajoute à côté, on fait des demandes de financement, comme toutes les boîtes. Ça fait énormément de dossiers à remplir, donc ça, c'est un temps administratif très lourd. Et ensuite, pendant le programme d'incubation, c'est aussi beaucoup d'ateliers, beaucoup de rendez-vous. Les incubateurs, ils veulent quand même que si on vous a sélectionné pour le projet, c'est d'être là et de participer, sinon ils n'ont aucun intérêt à nous sélectionner. Donc voilà, il faut être vigilant, je pense, ne pas en avoir trop. Surtout si on est un ou deux associés créateurs de la société, c'est bien d'en avoir un ou deux. Moi, je sais qu'avec du coup mon cousin, on en a un chacun. Moi, j'étais plutôt parti Live for Good et lui plutôt
d'entreprendre. Après, bon, il y avait plein d'ateliers qu'on faisait à deux de deux côtés, mais c'était bien de pouvoir finalement s'organiser parce que ça prend beaucoup de temps. Mais je pense que c'est quelque chose qui structure, qui nous oblige un peu parce que si, je pense qu'au départ de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup cette idée de solitude. En fait, la discipline, c'est la discipline qu'on s'impose à soi-même. Si on ne se met pas un réveil le matin, il n'y a personne pour nous dire t'es pas dit bosser aujourd'hui. Donc, clairement, d'avoir un incubateur, ça aide vraiment énormément. Et pour le coup, l'e4 Good, je le recommande vivement pour ceux qui ont des projets impact. Ouais. Oui, et je rejoins, enfin, juste un dernier mot avant de passer à la question suivante, désolée. Effectivement, le fait d'en avoir plusieurs en même temps, moi, ça m'est arrivé à un moment d'avoir deux programmes qui se chevauchaient un petit peu. Et en réalité, il faut voir que tous les programmes d'accompagnement se ressemblent de près ou de loin. Enfin, voilà, c'est globalement un petit peu les mêmes concepts, à savoir des sessions fixes sur des sujets spécifiques auxquels vous pouvez vous inscrire ou pas, aller ou pas, etc., pour parler je sais rien, de gestion RH, finance, juridique, etc. Bon, bah, ça, c'est les créneaux fixes. Ensuite, généralement, vous avez un mentor ou un coach qui vous est proposé. Et à côté de ça, vous avez des sessions plus ponctuelles. Enfin, programmes d'accompagnement ont à peu près les mêmes formules. Donc, ça ne sert à rien d'en avoir 40 en même temps. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Enfin, je vous ai montré toute la liste de ceux que j'avais, j'en ai eu beaucoup. Parce que comme je suis seule depuis le début et en plus, je devais finir mes études, etc., et je n'ai pas d'expérience professionnelle vraiment très importante, ça m'aide d'avoir ces programmes d'accompagnement pour me sentir moins seule et mieux structurée, mais je les enchaîne. J'essaye de ne pas les superposer parce que sinon, vous n'êtes pas efficace pour faire deux fois la même chose à deux endroits différents. C'est juste qu'à un endroit, on va vous demander un pitch en 5 minutes, à l'autre, un pitch en 10 minutes. Fondamentalement, l'exercice, c'est pas un très bon exemple parce que l'exercice est vraiment différent entre un pitch en 5 et en 10. Mais sur le principe, vous allez vous disperser à essayer d'être présent pour vos programmes d'accompagnement différents, alors que finalement, vous n'allez pas vraiment en tirer des choses vraiment fondamentalement intéressantes pour votre projet. Donc, sélectionnez-les bien. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Maintenant, si on revient un peu plus sur la partie développement du produit, quels ont été vos principaux challenges et comment est-ce que vous avez surmonté? Là, du coup, je reprends la main, Clotilde. Vas-y, vas-y. Nous, le développement produit, ça a été un long fleuve pas tranquille pour le coup, parce que, en fait, quand on part vraiment sur de l'innovation, il y a vraiment cette idée de c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, quand on le fabrique, forcément, ça crée énormément de challenges. Nous, on avait des grosses problématiques sur, on essayait de fabriquer un gel douche, donc il faut que ça soit un gel douche à la fin, une fois le produit reconstitué. Donc, de retrouver les propriétés d'un gel douche. La première étant qu'il lave le corps. Donc, pour arriver, je raconte tout ça parce que pour arriver à la formulation qui fonctionne, nous, on a été obligé de faire 108 formulations. Donc, 108 allers-retours avec notre laboratoire. Ça a été un travail hyper long. Et puis, nous, on n'était pas chimistes, mon cousin ni moi. Donc, forcément, ça a créé, il a fallu s'y pencher. Donc, maintenant, on est très à l'aise avec, quand on parle de maltodextrine, de trucs comme ça. C'est vrai qu'au début, il nous posait des questions sur les nanoparticules. Il y avait une partie de nous qui était un peu bluffée de dire on va vous revenir sur ce point-là, parce qu'en fait, on ne sait pas. Et en fait, c'est normal, c'est aussi le travail d'un entrepreneur. J'ai envie de dire de tâtonner sur plein de secteurs, parce que à côté de ça, on voit d'autres industries où on ne comprend pas non plus. Donc voilà, c'est s'intéresser à tout ça, d'avoir beaucoup de curiosité. Et donc, le développement de produits, les grandes étapes pour nous, du coup, ça a été de trouver un laboratoire, de les convaincre de se lancer avec nous, parce que mine de rien, de lancer 108 formulations pour arriver au gel douche qu'on voulait, et mine de rien, ça leur demande un petit peu un acte de foi. Il faut qu'ils y croient, il faut qu'ils disent qu'il y a vraiment qu'il y aura un bon débouché à la fin de ce produit. Donc, c'est vraiment d'embarquer les partenaires. Ça, c'est hyper important que les partenaires, c'est comme des associés de la société. Il faut qu'ils y croient, il faut qu'ils soient à fond, il faut les remotiver régulièrement. Parce que souvent, par moment, en fait, quand nous, ça a été très long, ça a pris 19 mois de formulation, de trouver, puis de remotiver à certains moments pour qu'ils continuent et puis qu'on ne lâche pas. Ensuite, on a une partie de fabrication d'un flacon en acier. Donc là, pareil, c'est de la métallurgie lourde. L'acier inoxydable, c'est une industrie énorme. Pareil, avec son jargon, avec tout ça, donc il a fallu se replonger dans un nouveau domaine. Et là, pareil, des enjeux. On a créé une vitre sur le côté de notre flacon en acier inoxydable. Et ça, c'était un défi industriel. On a eu énormément de problématiques là-dessus. Donc, dans la création du produit, en fait, ce qui est hyper important, et moi, c'est vraiment ce que je recommande, c'est de trouver des personnes tierces qui soient un peu expertes de l'industrie dans laquelle on s'intéresse.
notamment sur les produits. En fait, quand on fabrique du produit, c'est de trouver quelqu'un, nous, en cosmétique. On avait, j'ai par mes contacts une doctoresse en formulation de produits cosmétiques. Ça a été pour nous hyper important de pouvoir en fait prendre ce que nous disait le laboratoire et de le confronter à quelqu'un qui était de notre côté, du coup, quelqu'un qui avait rien à voir avec tout le côté commercial, et de pouvoir de confronter un petit peu les idées dans la formulation. Donc ça, c'est vraiment ce que je recommande, de trouver quelqu'un, en fait, une personne tierce qui a cette expertise, avec qui on peut échanger vachement librement et où il n'y a pas du tout de tabou dans la fabrication ou le développement du produit. Juste pour rebondir sur les différentes formulations, comment est-ce que vous avez fait au niveau du contrat avec le laboratoire? C'était à chaque nouvelle formulation, vous payez quelque chose supplémentaire ou c'était compris dans un package? Tant qu'on n'a pas atteint notre objectif, on peut tester un peu autant qu'on veut. Enfin, voilà, comment est-ce que vous avez fait? Alors, au départ, il y a un package, on signe un devis au départ pour la formulation. Et là, ce devis, dedans, on avait un certain nombre de retours. Je crois qu'on avait le droit à 4 ou 5 retours. Nous, on a fait 108 retours. Donc, ils étaient évidemment, c'est pour ça aussi que je parlais de motivation. Il fallait les remotiver parce qu'il y avait beaucoup de retours. Nous, ce qu'on a fait avec eux, en fait, c'est qu'on leur a dit, en fait, il faut être très franc avec eux en leur disant, si notre produit ne plaît pas à nous, il ne plaira pas à d'autres. Et donc, en fait, notre relation, elle est un peu caduque. Donc, c'est en utilisant un peu comment dire, ce biais-là qu'on a pu négocier. Ça a entraîné des coûts, mais c'est pas des coûts énormes parce qu'en réalité, souvent, c'est les laboratoires qui conçoivent les produits. Souvent, ce qu'ils veulent, en fait, c'est récupérer la fabrication industrielle. C'est pas tellement sur la formulation. Donc, c'est important de leur faire un peu leur ouvrir les yeux en leur disant c'est pas important la formulation, c'est important c'est derrière. Si notre produit marche, bah, vous aurez des volumes à fabriquer et c'est là-dessus. Donc il y a une grosse négo là, à faire là-dessus au départ. Ok, un peu comme le prototypage et derrière la production de. C'est ça. Le Ok, prototypage, ça sert à rien d'avoir des coûts énormes parce qu'en fait, bah oui, on achète 2 pièces pour voir si ça fonctionne, tout ça. En réalité, ce qui est important pour eux, c'est de fabriquer de manière industrielle. ok, super. Merci beaucoup. Clotilde? Oui. Alors, nous, pour le développement de produits, il faut savoir que déjà, à l'origine, on devait travailler sur un produit physique, donc pour lequel on se rapprochait beaucoup plus des problématiques de Hector, à savoir trouver les bons partenaires, externaliser de la bonne manière, etc. Et être plus en coordinateur de projet, sachant que dans le produit physique qu'on devait développer, il y avait toute une partie de contenu pédagogique où là, pour le coup, on le développait en interne. Donc, bon, pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agissait, que ce soit plus clair en l'illustrant. À l'origine, donc Koya devait proposer des programmes d'accompagnement à la transition écologique, pareil que ce qu'on fait maintenant, vraiment axés sur les particuliers. Et mon idée, c'était de développer un système un peu de sorte de box mensuelle où à chaque mois était attribuée une étape d'un programme. Donc, on développait par exemple un programme sur l'alimentation responsable. On allait avoir un focus chaque mois sur une habitude du quotidien à changer. Et donc, dans la box qu'on livrait en mobilité douce, on proposait 3 éléments. Un premier qui était un livret de contenu pédagogique, où là, c'était production en interne, bon, à part les impressions, tout ça. Un deuxième élément qui était un objet d'un fournisseur éco-conçu qu'on avait ciblé spécifiquement pour ce qu'il permettait de changer comme habitude. Et le troisième élément qui était une fiche technique de cet objet présentant toute l'analyse de cycle de vie de l'objet. Et ça, c'était quelque chose qu'on développait en interne aussi. Donc, il y avait tout le système de logistique, de production des produits, etc. Tout ça, c'était externalisé. Et nous, notre valeur ajoutée, elle était dans la conception des programmes, dans les aspects pédagogiques et dans les réalisations d'analyse de cycle de vie, de vulgarisation des contenus, etc., pour que les personnes puissent savoir exactement quel était l'impact de l'objet qu'ils avaient et en quoi l'utilisation de cet objet leur permettait de rentabiliser en fait, cet impact dans l'usage, etc. Bref, ça, c'était le départ. Donc, très proche relativement proche d'Hector, dans le sens où c'était du développement de produits. Donc voilà, c'est s'entourer au maximum de personnes qui sont compétentes dans des domaines spécifiques. Et puis est arrivée la phase de Covid, plus le fait que j'envisage à cette période-là de m'associer avec un développeur. Et donc, petit à petit, on a fait évoluer le projet vers une proposition de service plutôt qu'une proposition de produit. Donc, c'est quand même complètement différent dans l'approche. Et à partir de ce moment-là, en fait, on a internalisé l'intégralité des développements, donc de toute la R&D chez Koya. Donc, ce qui fait qu'on n'avait plus de savoir quels étaient les bons fournisseurs, quels étaient les bons partenaires, etc. Tout était internalisé.
Et on allait juste demander des expertises spécifiques ponctuellement pour valider quelque chose qui avait été fait, notamment au niveau des contenus pédagogiques ou alors au niveau d'une approche fixe, etc. Parce que maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on développe toujours des programmes d'accompagnement, sauf qu'on ne propose pas les objets qui vont avec pour les mettre en application tel ou tel changement d'habitude. Là, on reste vraiment sur des aspects théoriques et on développe beaucoup de principes de gamification pour permettre de se fixer des objectifs, de les tenir, etc. dans le temps. Et du coup, ça nous a demandé de développer beaucoup d'expertise en interne, parce qu'en plus, on est sur un sujet qui est d'innovation aussi, puisque c'est un sujet qui est assez récent de psychologie comportementale, travail des expériences utilisateurs au maximum pour faire en sorte de réduire la charge mentale d'un individu qui doit être dans un changement d'habitude. Donc, les questions de conduite au changement, ce sont des questions qui sont, surtout dans le digital, c'est très étudié, mais ce n'est pas encore très vulgarisé. Donc, il faut vraiment se développer son expertise ou alors trouver les bons partenaires. Et nous, on a préféré pour l'instant tout internaliser jusqu'à développer notre MVP et ensuite trouver les bons partenaires pour améliorer le produit à mesure qu'on le développe. Ok, super, merci beaucoup. Donc maintenant, vous avez pu développer le produit. Ensuite, si on passe plutôt sur une partie communication, comment est-ce que vous adaptez votre why, vos motivations et la proposition de valeur, les bénéfices clients? Comment est-ce que vous faites le lien entre les deux? Parce que typiquement, vous ne pouvez pas non plus juste expliquer vos motivations à entreprendre ce projet pour vendre ce que vous faites. Comment est-ce que vous faites le lien entre les deux? Si tu veux y aller? Si tu veux. Vas-y. Déjà, moi, retour d'expérience dans l'économie sociale et solidaire. Depuis le premier jour, mon why n'a pas bougé, ma mission, ma vision, mon problème, tout ça, c'est exactement la même chose. Après, j'ai trouvé de meilleurs mots pour les exprimer, etc. Mais bon, ça, je veux dire, c'est que du wording. L'essence fondamentale du projet est la même. Après, que techniquement, on en a fait pour s'adapter au marché, etc., faire le produit marketing, tout ça, c'est différent complètement du why. Donc, là, le pont dont on est en train de parler, c'est vraiment l'adaptation de disons, la manière de marketer un peu ce why par rapport au produit qu'on développe, et c'est le fait de se focaliser sur le marché qui va définir la manière dont le why est incarné au travers du produit. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais globalement, voilà, votre why, il va rester a priori, sauf si, après, vous pouvez toujours évoluer par rapport à ça, mais normalement, le why, il est très fixe. Ce qui est variable, après, c'est le produit et c'est en fonction de cette dynamique de product marketing. Donc, honnêtement, nous, de notre côté, ça a juste demandé d'être en permanence à l'écoute de ce qui se fait sur le marché, essayer dans une direction, voir si ça fonctionnait, si ça prenait ou pas, essayer de comprendre pourquoi ça n'avait pas fonctionné et l'améliorer dans le temps. Et puis ensuite, évidemment, il y a des facteurs extérieurs qui vont influencer tout ça. Et du coup, toute la manière d'incarner ce why, elle est définie uniquement par les interactions que vous allez avoir avec vos prospects dans le temps. Et il s'agit de faire des prototypes d'abord, de tester avec des petites communautés si vous êtes en B2C ou alors avec un premier partenaire si vous êtes en B2B ou en B2G. Vous commencez à développer un premier prototype qui arrive à un état de MVP que vous commencez à grandir et petit à petit, vous adoptez votre discours commercial, votre discours marketing. Mais à mon sens, tout doit partir d'abord de cette essence fondamentale et de ce besoin, sans chercher à d'abord créer un produit et essayer à tout prix de le calquer sur un marché, sinon vous allez forcément vous planter. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment la réponse à la question. Ouais, non, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis, c'est parce que quand tu pars dans le sens inverse que tu viens de décrire, tu as un message qui n'est pas du tout en face avec le marché que tu essaies d'adresser. En fait, ça doit partir d'abord du marché avant d'y retourner. Et ça, moi, du coup, ça me fait ma transition parfaite parce que typiquement, c'est le genre de choses. Ni mon associé ni moi, nous sommes de la communication. Moi, j'ai Instagram depuis 1 an et demi maintenant. Donc, bon, j'ai déjà 200 personnes sur mon Instagram perso. Donc, ça, c'est une vraie communauté qui est engagée et forte. Mais donc, voilà, en fait, c'est pour dire que les réseaux sociaux, la communication au global, c'était pas du tout notre truc. Et il a fallu se former. Donc, ça, c'est la case numéro 1. Et surtout, on va dire pour moi, le grand enjeu, c'est de se faire accompagner. C'est pas, on peut penser en fait que maîtriser les réseaux sociaux, on maîtrise la communication. Or, c'est vraiment un métier à part entière d'arriver à traduire finalement le message
du why dont tu viens de parler, de le traduire en une communication qui soit simple. Il ne faut pas oublier que la communication, je pense aux réseaux sociaux ou même de manière générale, vous avez un message clair. On ne peut pas avoir 40 messages quand on envoie une newsletter avec 15 points personnalisés, quand on envoie une newsletter avec un point en disant merci beaucoup, faites ceci, un call to action. Les gens ont tendance à s'exécuter. Et donc, en fait, la communication, du coup, ça passe par plein de mécanismes. Nous, très vite, on s'est fait accompagner par une équipe en interne. Donc, on a 3 personnes qui travaillent sur la com chez Neo. Donc une graphiste, une chargée de com et une community manager. Et à côté de ça, on a externalisé donc toute la stratégie de la communication avec une agence de communication qui, elle, est vraiment vue. Et nous, finalement, on était, avec mon associé, du coup, on était vraiment le tampon entre, d'un côté, l'agence de com qui donnait un peu la vision, dans quelle direction on va pour communiquer, en partant toujours de ce message que tu as décrit, Clotilde. Et ensuite, du coup, de fabriquer ce message, on va dire plus mettre les mains dans le cambouis, ça, c'était en interne. Donc, la communication, c'est vrai que c'est surtout nous sur du B2C, sur un produit, un gel douche, c'est vraiment le nerf de la guerre. En fait, sans communication, on n'est pas connu, même si on a un super message et que personne n'écoute, il n'y aura jamais de conversion, il n'y aura jamais de vente, il n'y aura jamais rien. Donc, il a fallu vraiment s'équiper et s'entourer surtout. Et ensuite, il existe un nombre énorme de ruses dans la communication, dans le sens où on peut faire des campagnes. Après, il y a vraiment des outils qui sont incroyables. Je pense notamment à Scofla, par exemple, qui permet de faire des campagnes de testing où en fait on attrape des leads, enfin des adresses email de prospects contre, par exemple, nous, ça avait été des échantillons. Et là, ça fait grandir les communautés, c'est incroyable. Et tout ce genre de choses, en fait, c'est des choses qu'on met en place, on essaye, on voit si ça marche. Et quand ça marche, on conserve. Quand ça marche pas, on l'arrête. Et en fait, il y a beaucoup, on y va à tâtons. Et du coup, maintenant, on a une petite communauté. On est près de 10 000, je crois, sur Instagram. On a 26 000 adresses email. Enfin, il y a vraiment toute une communauté qui s'est créée. Donc, c'est vachement bien parce que aussi dans la création des nouveaux produits ou simplement d'adapter le message, du coup, en fait, il y a beaucoup de ping-pong, il y a beaucoup d'allers-retours. Donc, dans la communication, je pense qu'aujourd'hui, dans les startups, il y a 2 choses. Il y a la première, c'est de se mettre en avant en tant qu'entrepreneur, dans le sens où quand on achète un produit chez L'Oréal, en fait, on a plus une communication sur le produit, on n'a pas du tout une communication sur qui a fabriqué ce produit. Alors justement, nous, dans les jeunes sociétés, on a cette possibilité de se montrer, de dire voilà pourquoi je le fais, qui je suis, d'où je viens. Donc c'est vachement intéressant de mettre, on va dire, le why vraiment au centre de la communication. Et la deuxième chose, c'est avoir énormément d'échanges avec des gens qui ont des industries similaires. Parce que nous, en fait, on s'est vachement inspiré de gens qui faisaient beaucoup de B2C, de campagnes Ulule. On en parlera tout à l'heure des campagnes de financement participatif et comment activer ces communautés. Nous, on s'est vachement inspiré, on a vachement échangé avec des gens qui ont fait des campagnes un peu à succès. Et donc, pour comprendre en fait comment est-ce qu'ils ont fait, quels étaient les messages qui percutent. Et surtout que nous, on avait plusieurs messages. Donc, ça a été aussi de faire des tests, des périodes de tests avec des messages. Nous, on a le message zéro déchet, on a le bio, donc plutôt bon pour le corps. On a des messages sur l'esthétisme du flacon, finalement de faire de l'éco-responsabilité élégante. Donc voilà, en fait, après, c'est de choisir le bon message, celui qui percute le plus. Et puis ensuite, une fois qu'on a créé un lien avec un prospect, là, du coup, ça crée une relation où il y a finalement de l'échange intellectuel et de communication. Oui, et Voilà, pardon, je me permets juste de prendre un tout petit peu de recul par rapport à ce qu'on vient de dire l'un et l'autre. Il faut voir que, encore une fois, vous avez ce fil rouge conducteur qui ne va pas changer. C'est juste qu'il y a 2 phases vraiment à prendre en compte. Il y a la phase de avant définition, on va dire, quasiment finalisée du produit à partir du moment où il arrive sur le marché où vous le vendez. Il y a déjà donc toute une communication à prendre en compte qui est très différente de la communication que vous mettez en place une fois que vous avez le produit et que vous le vendez à proprement parler. Donc voilà, ça vaut le coup de vraiment rester en permanence à l'écoute. Autant une fois que le produit est fait et que vous avez à communiquer dessus pour le vendre, ça va rester un type de communication qui est relativement fermé. Enfin, il faut toujours avoir de l'innovation, de la créativité pour trouver les bons messages, etc., travailler ces messages en permanence et les améliorer. Mais au moins, c'est un petit peu plus défini que toute la phase de communication quand vous êtes en cours de développement de votre produit et qui est quand même très importante. Parce que sinon, si vous ne commencez pas à amorcer cette communication en amont et que juste vous arrivez avec un produit tout beau, tout propre sur le marché, même si vous l'avez testé avec quelques personnes, vous n'aurez pas la maturité suffisante dans votre communication pour faire une communication qui soit adaptée au produit que vous avez développé et surtout au marché que vous êtes en train de cibler. Donc, vous risquez juste d'arriver à un endroit sans avoir préparé le terrain et donc vous risquez
aussi d'avoir des difficultés. Super. Et d'ailleurs, ces messages, comment est-ce que vous avez à les tester? Est-ce que vous avez peut-être des métriques à prendre en compte? Vous avez des techniques, d'autres techniques, on a déjà un peu parlé de ça, mais est-ce qu'on pourrait un peu approfondir sur voilà, sur cet A/B testing de messages? Ouais, Alors, oui. nous, on avait des mécanismes. Pardon, je voulais dire quelque chose peut-être. Non, vas-y, je t'en prie. Nous, on avait une fois de plus, c'est des outils, hein, en fait, on voit, mais c'est hyper insidieux parce que newsletter avec un corps de texte avec écrit, je sais pas quelle news, quel message on va passer, rien que le titre de la newsletter, on fait de l'A/B testing dessus pour voir quel est le meilleur taux d'ouverture en fonction du message qu'on a mis dans le titre. Ça, en fait, quand de l'extérieur, moi, avant de faire ça, je me disais, mais c'est insensé. Et en fait, du coup, il y a énormément de manières de tester les messages. Bon, la plus simple, c'est de regarder Instagram, le taux d'engagement qu'on a sur les publications qu'on fait. Sur les newsletters, c'est évidemment de voir les taux d'ouverture, le taux de clic, le taux d'interaction. Et tout ça, typiquement, il y a un travail qui est de récupération de données, qui est assez simple maintenant avec les outils aujourd'hui, vu que beaucoup de notre communication est digitale, en fait, c'est assez simple de recueillir des données et des datas de notre communication. En revanche, ce qui est assez compliqué, c'est de les traiter, parce que ça crée énormément de data. Par exemple, quand on a juste on envoie 3 newsletters par mois, on a par exemple des posts Instagram quasiment tous les jours, il faut analyser, en fait, voir quels posts ont fonctionné, pourquoi ils ont fonctionné. Et en fait, tout ça, c'est un travail énorme. C'est vraiment l'analyse qui prend du temps, pas tellement la récupération des data. Comment t'as dit quoi en dernier? C'est pas tellement la récupération des données, en fait. C'est pas Oui, tellement oui. les KPI qui sont durs à avoir. C'est Ouais. plus vraiment l'analyse de dire pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi le message a plu, pourquoi il n'a pas plu, tout ça. Ouais. Et avant de devoir faire l'analyse, il faut déjà avoir produit les premiers éléments qui vont nous permettre ensuite de prendre des retours dessus et de les analyser. Et pour les produire, il y a juste des règles en fait, de base qui sont un peu les must-have de la communication. Et là-dessus, pour les obtenir, pour découvrir ces règles, c'est assez facile. Déjà, si on repart sur l'histoire des programmes d'accompagnement, très souvent, on va vous mettre en contact avec des experts de la communication, des experts de la communication digitale. Vous allez avoir plein de contenus en fait, qui existent sur Internet ou même des masterclass, etc., sur de la communication et de la communication digitale. Donc, déjà, pensez à vous former avant de... Parce que trouver les bonnes techniques de communication, c'est déjà difficile quand on a une bonne base de communication et une bonne connaissance de la communication. Donc, si vous vous lancez sans vous être un petit peu formé et sans avoir forcément cherché à comprendre comment ça fonctionnait, juste vous allez partir dans tous les sens et vous allez peut-être récupérer de la data, mais à analyser, ça n'aura aucune valeur. Alors que si vous avez déjà les premiers, on va dire le b.a.-ba de la communication et de la communication digitale, que vous faites l'effort de les apprendre et de vous les approprier, là, vous pourrez faire effectivement différentes campagnes sur lesquelles vous pourrez dire, ah bon, là, sur cette base-là, je vais pouvoir analyser tel et tel et tel retour et du coup, faire une analyse pertinente, comme le disait Hector. Et à partir de ça, là, vous avez plein d'outils qui existent à nouveau, qui permettent d'automatiser un maximum, de récupérer la data. Et ensuite, c'est un boulot quasiment à temps plein de faire une analyse pertinente de ces campagnes de communication. Donc, il faut aussi un peu choisir ses combats. À un moment, voir le taux d'engagement, le taux de clic sur une newsletter, le nombre de personnes que vous avez en abonné sur Instagram, etc. C'est important. Si ça vous permet, si vous voyez que c'est un lien avec la conversion, si c'est juste avoir un super compte Instagram très joli avec des forts taux d'engagement, mais que derrière, ça ne vous sert à rien d'un point de vue business, là aussi, passez pas 8 ans à vous dire que c'est vrai que j'aurais pu mettre un peu plus de rouge ou de jaune ou de vert ou de bleu sur mes posts Instagram pour que mon feed soit plus joli aussi ou ça. Voilà, je pense qu'il faut se faire un petit peu la main sur des premières tentatives où on se dit, OK, comment est-ce que je vais appréhender ma communication à l'avenir? À quel endroit? Parce qu'on se dit, oui, la communication, c'est évidemment une partie très importante dans le processus de vente, mais ce n'est pas le processus de vente à proprement parler. Donc, il faut savoir dans la communication ce qui est vraiment, vraiment très important, qui est plus de l'ordre du détail. Et parfois, il y a des détails qui comptent énormément, donc il va falloir prendre en compte. Mais voilà, ça demande de faire quelques petits tests d'abord. Et bien sûr, sans compter le fait d'avoir les bases déjà acquises. Ok, super, merci beaucoup. Et maintenant, si on passe plutôt à la partie vente, est-ce que tous les deux, vous avez mis en place une stratégie de vente? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Vas-y, Clotilde, c'est toi qui as fait la première campagne bien avant Ouais. la nôtre.
Ouais, au tout début, je vous ai parlé du coup, effectivement, d'une stratégie qu'on a mise en place au global chez Koya. Donc, encore une fois, si on part du problème, de la vision, de la mission, etc., de Koya, c'est fixe depuis le début. Et pour incarner la vision de Koya, qui est de faire en sorte que chaque individu soit en quelque sorte acteur, enfin, conscient de son impact environnemental et acteur du changement, il a fallu mettre en place une stratégie. Parce que individu, ça veut un peu tout et rien dire. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des individus qui étaient particuliers, des individus qui étaient des collaborateurs d'entreprise et des individus qui étaient des citoyens, et qu'il y avait des potentiels modèles économiques pour chaque phase de cette stratégie. On a développé une stratégie en 3 temps, B2C d'abord, pour co-construire, B2B, B2B2C pour stabiliser et développer, et B2G, quand on est suffisamment à l'aise et qu'on est apte à automatiser et à vraiment changer fortement d'échelle pour faire en sorte que ce soit quelque chose d'assez généralisé. Et, et du coup, pour chaque phase stratégique, il y a une approche qui est différente. En B2C, on était vraiment sur effectivement beaucoup de communication, ce qui a amené à la campagne de crowdfunding, la Love Money, etc. C'est très bien en B2C. Par contre, ce n'est pas du tout adapté si vous faites du B2B. Et la communication Instagram, la communication réseaux sociaux, c'est vraiment pas très adapté si vous faites du B2B. À la limite, LinkedIn, ça va pouvoir fonctionner, etc. Et du coup, déjà, avoir une stratégie bien définie, c'est important. Et ensuite, se focaliser sur chaque phase stratégique, c'est important aussi pour ne pas essayer d'être tout le fois en même temps, à gérer d'un côté des relations avec des entreprises, en même temps des relations avec des particuliers, etc. Bon, après, il y a peut-être dans une situation un petit peu particulière, dans le sens où je pense qu'on n'a pas forcément choisi la voie de la facilité. Mais je pense que voilà, à l'intérieur de chaque phase stratégique, il faut vraiment se focaliser sur l'accomplissement de cette phase. Et donc, voilà, sur les canaux, honnêtement, en B2C, moi, je vous conseille à 1000% la communication digitale, mais dans laquelle il faut voir aussi que c'est un monde de requins et c'est vraiment un red ocean. C'est-à-dire que vous avez vraiment tout le monde en B2C qui fait la communication digitale. Donc, réussir à se démarquer, ce n'est pas forcément simple. Donc, c'est pour ça que je reviens sur le fait d'être sûr de ne pas faire les plus grosses erreurs au début. Comme ça, au moins, vous êtes au même niveau un peu que les autres. Réussir à se démarquer. Et ensuite, pour ce qui est du financement, aller vers du crowdfunding, c'est génial. Et si vous êtes sur du développement de produits, le crowdfunding, c'est trop bien pour la prévente. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut envisager si jamais vous développez un produit physique et en B2C. Par contre, en B2B, je ne sais pas si c'est très pertinent d'en parler ici, puisque là, on parlait plutôt, on veut aller sur une discussion vers le crowdfunding. Donc, le B2B vraiment n'est pas très adapté au crowdfunding. Si vous voulez mon conseil là-dessus. Ça, c'est vrai qu'on en voit rarement des sociétés en B2B qui partent sur du crowdfunding parce que c'est assez particulier, à l'exception peut-être des journaux. Il y a pas mal de journaux où eux, ils ont quand même un modèle B2B parce qu'ils sont des publicitaires, c'est des annonceurs du coup. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez rare. Nous, c'est vrai que du coup, on est en plein B2C, donc on est une société dans les cosmétiques, on fait du produit, on vend des cosmétiques aux gens. Nous, c'est vrai que je peux d'ailleurs, c'est assez marrant, mais au départ, quand on a eu l'idée de Néo et dans les premiers mois, on ne voulait pas faire de crowdfunding. On se disait, non, mais le crowdfunding, ça fait trop projet qui n'est pas vraiment un projet, qui est trop en idéation. On veut arriver avec quelque chose d'un peu abouti, de bien fait. Et on se disait que le crowdfunding, c'était pas forcément ce que ça reflète pas forcément cet avancement des projets. Donc, on a vachement hésité. Et en fait, ce qui nous a vraiment décidé, c'est que quand on crée un nouveau produit, il y a cette logique de tester son marché. Et le crowdfunding est super pour ça parce qu'en fait, c'est contrairement à une boutique en ligne où quelqu'un viendrait, achète et repart, il a effectivement l'acte d'achat, mais on a très peu finalement de communication, très peu de lien avec la communauté. Et le crowdfunding a cet énorme avantage de pouvoir, il y a une partie commentaire, il y a une partie d'interaction, on échange énormément, on peut créer des news que nos contributeurs ont acheté. Donc voilà, on peut comprendre les motivations, pourquoi. Et à partir en fait de tout ça, adapter aussi sa stratégie commerciale qui va être plus axée. Nous, on a beaucoup travaillé sur le côté DNVB, le côté Internet, donc vraiment entreprise qui commercialise sur Internet. Et pour nous, c'est vraiment un laboratoire à expérience de faire une campagne de financement participatif. Donc ça vraiment, c'est à recommander.
je mets en garde les gens. Moi, avant de lancer cette campagne, tout le monde m'avait dit, tu verras, tu seras hyper occupé, ça va être super intense la campagne. Et j'avais un peu de mal à comprendre pourquoi. Et maintenant que je suis en plein dedans, on vient de finir, mais là on est en prolongation sur Ulule, je peux vous dire que c'est super intense et vachement excitant par ailleurs parce que c'est pas du stress, c'est vraiment de l'adrénaline. En fait, on a énormément de problématiques à gérer à l'instant T, justement dans cette idée de toujours adapter au mieux cette stratégie commerciale pour comment dire, être le plus en phase avec la cible qu'on a créée. Donc ça, c'est un travail absolument gigantesque. Et c'est super aussi pour se rendre compte si on ne s'est pas trompé dans toutes les. En fait, quand on fait une étude de marché, quand on reprend l'histoire depuis le début, on fait une étude de marché, on a un produit, on se dit, bah ouais, mais là, il y a un problème. Moi, j'ai créé la solution. Il suffit de les faire se matcher et ça fonctionne. Et en fait, on se rend compte dans le financement participatif que souvent, c'est quand même un peu le cas. Il y a des gens qui adhèrent au concept, mais on n'est pas exactement en face. Et cette campagne permet justement de venir pivoter là-dessus et répondre parfaitement aux problématiques. Donc, c'est un super laboratoire à idées, quelque chose qui permet vraiment de tester son produit. Et ça, c'est super. Surtout en B2C. En B2B, on peut faire ce qu'on appelle des fameux MVP en tech ou en B2C, en tech, on fait des MVP où on peut justement aller tester l'application, voir si ça fonctionne. Nous, sur Angel 12, on a fait des campagnes de bêta testing pour voir si le produit plaisait. Mais c'est vrai que d'un point de vue commercial, au moment de passer à l'acte d'achat, c'est important de voir si les gens convertissent, si finalement on a suffisamment d'arguments positifs pour créer une conversion. Donc, et ça, vraiment, le financement participatif, c'est super là-dessus. Ok, bah, je crois que la transition elle est parfaite. Est-ce que vous auriez deux, trois conseils chacun pour quelqu'un qui lancerait sa campagne de crowdfunding? Alors, moi, c'est tout frais dans mon esprit. Donc, du coup, Clotilde, si tu veux, j'attaque. Euh, du coup, moi, les conseils, c'est numéro un, créer une petite communauté. C'est méga important parce qu'en fait, on se dit quand on met la campagne en ligne, et bah forcément, il y a nos amis, notre mère, nos cousins et nos amis qui viennent contribuer. Mais en fait, ça dure un jour et demi, 2 jours. Et puis au bout des 2 jours, ils ne savent plus rien. Et là, on est tout seul et on se dit, pourquoi il n'y a pas le buzz? Donc, c'est assez. C'est en amont, en fait, la campagne de crowdfunding ne se passe pas pendant la campagne, elle se passe en amont, toute la préparation, la création de la communauté, la création de liens, justement, comment dire, de relais presse. Tout ça, c'est des choses qui sont très chronophages et qui prennent beaucoup de temps en amont à organiser. Je pense aux relations presse qui permettent d'atteindre vraiment pardon, je reprends depuis la campagne de financement participatif. On a plusieurs clients. On a le cercle 1, donc ça, c'est les amis et la famille. Le cercle 2, c'est les amis de ma famille et de mes amis. Enfin, les amis et familles de mes amis et de ma famille. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais en gros, c'est les gens, on va dire, on a une connexion en commun sur LinkedIn. Et ensuite, il y a le cercle 3, là, c'est des parfaits inconnus. Et donc, là, il faut vraiment créer une stratégie sur chacun des cercles. Comment est-ce qu'on va les atteindre? Et sachant que si on veut réussir et un peu buzzer, c'est le cercle 3 qui fait ce buzz et ça réussit. Donc, du coup, il y a pas mal de choses à créer en amont. Déjà, de vachement fidéliser son cercle 1. C'est ceux qu'on appelle vraiment les ambassadeurs. Eux, il faut les dynamiser à fond. Il faut qu'ils deviennent vraiment des ambassadeurs, du coup, qui défendent la marque. Qui disent, voilà, moi, j'ai un super truc, qui en parle autour d'eux, qui reposte tout ce qu'on poste. Ça, c'est le cercle 1. Cercle 2, du coup, c'est les amis. Donc, eux, ça passe totalement par les ambassadeurs. Et le cercle 3, là, c'est vraiment des newsletters. C'est vraiment les relations presse hyper importantes. Les relations presse, d'essayer de choper on fait un communiqué de presse, on peut faire soi-même. On envoie sur LinkedIn à des médias. Et ça crée des retombées énormes. Nous, juste pour la petite histoire, ça vient d'arriver la semaine dernière, c'est pour ça que j'en parle, mais on est passé sur France Inter. Et en 24 heures, ça a été de la folie furieuse. Le Ulule, on a fait un tiers de plus de la campagne en 48 heures. Donc, c'est la puissance des médias. Donc voilà, bien dynamiser, créer sa communauté. Et c'est pour moi un peu le secret de la réussite là-dessus. Oui. Déjà, il faut voir qu'il y a deux choses différentes au niveau des crowdfunding. Enfin, bon, là, on parle vraiment que de B2C. Il y a les crowdfunding comme ce qu'a fait Hector pour de la prévente. Il y a les crowdfunding comme ce que j'avais fait pour du financement, avec des dons, avec contrepartie, mais qui ne sont pas des contreparties de produits que vous développez. Parce que si vous êtes dans un cas de produit que vous développez, je vous conseille vraiment d'essayer de le mettre en prévente, comme ce qu'a fait Hector. Si vous êtes sur un service,
bah, c'est beaucoup plus difficile de vendre un concept. Donc, c'est pas mal de bien réfléchir aussi aux contreparties que vous allez donner. Nous, quand on avait fait, enfin, quand j'avais fait le crowdfunding, on était encore sur l'idée des bugs du produit physique, mais c'était trop complexe de développer tout le programme. On avait besoin de financement pour développer le programme et créer tous les partenariats, etc. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais juste créé un produit vraiment très ponctuel qui était proche quand même de ce qu'on allait pouvoir faire par la suite et qui n'était pas complètement bon, bah, je vous vends. Quand je vous vends un service, je sais pas, de facturation et je vous offre un tote bag, non, c'est pas mal si vous avez un service, d'avoir quand même un produit en contrepartie physique qui soit relativement proche. Parce que honnêtement, réussir à un crowdfunding de financement d'un service sans contrepartie physique, c'est vraiment très, très compliqué. Vous pouvez dire, bon, bah, on vous donne 5% sur l'utilisation de tel truc, puis 10%, puis 15% de réduction, etc. Mais honnêtement, ça ne fonctionne pas. Enfin, je vous conseille vraiment de trouver un produit physique et, si possible, un produit physique qui soit proche de ce que vous développez. Parce que, honnêtement, bah, c'est très dommage parce que ça pousse un peu à la consommation, mais les personnes aiment bien juste avoir un cadeau quand ils ont fait quelque chose. Et du coup, le financement purement basé sur du don, bah, généralement, ça ne fonctionne pas. Mais après, rien ne vous empêche de communiquer aussi sur le fait que les personnes puissent vous faire un don sans demander de contrepartie. Généralement, toutes les plateformes de crowdfunding vous proposent de dire oui ou non pour la contrepartie. Et du coup, voilà, si vous faites du service, je vous conseille vraiment d'essayer de trouver un produit à mettre en contrepartie. Je rejoins vraiment Hector sur la phase préparatoire de votre crowdfunding. Moi, il m'avait fallu à peu près 2 mois, et parce que je m'y étais prise vraiment très, 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 très short pour développer ma campagne de financement. Je n'avais pas encore suffisamment de recul. Donc, tant qu'à faire, si on peut vous faire part de nos retours d'expérience pour que vous évitiez de faire la même chose, c'est bien. J'avais fixé donc une campagne à 15 000 € pour du développement de services, avec certes une contrepartie qui était proche de ce qu'on allait développer in fine, mais voilà. Donc, c'était une situation qui n'était pas forcément simple, et les personnes savaient qu'elles allaient avoir beaucoup de temps d'attente entre le moment où elles allaient financer et le moment où elles allaient recevoir. Donc, déjà, montant beaucoup trop haut, et je n'avais pas le retour d'expérience pour éditer des paliers. Donc, Hector, on a parlé tout à l'heure. Oui, c'était au moment où ça avait déjà commencé, je crois. Mais bref, fixez-vous des paliers, même si ce n'est pas l'objectif que vous voulez atteindre réellement. Mettez votre montant objectif de la campagne à quelque chose, à un niveau que vous êtes sûr d'atteindre. Mais ne le mettez pas trop bas. Si vous souhaitez gagner 5 000 €, mettez pas le premier plafond à 100 €, ça n'a aucun sens. Mais réfléchissez bien à la manière dont vous allez niveler, échelonner en fait votre campagne. De la même manière qu'il faut créer des cercles de sollicitation, cercle très proche, autre cercle un peu moins proche, puis ensuite, plus vous vous éloignez et plus vous allez chercher des personnes que vous ne connaissez pas. Il faut vraiment faire la même chose, échelonner de la même manière avec vos objectifs de campagne pour sécuriser le fait que vous avez votre campagne. Ensuite, il y a une deuxième chose à savoir, c'est que de manière assez étonnante, enfin, c'est pas du tout étonnant, les gens ont du mal à donner quand la cagnotte n'est pas remplie. Ce qui peut paraître paradoxal, on pourrait se dire, ah, bah, les personnes voient qu'une cagnotte est à 20%, j'ai envie de contribuer au fait de la faire augmenter, mais pas du tout. Les gens mettent énormément quand vous êtes à entre 90 et 100%. Donc, il y a plein de petits tricks en fait, où vous pouvez choisir dans vos cercles proches, n'activer avant le lancement de votre campagne que les cercles, voilà, 1 ou 2 cercles proches, mais vous en gardez quelques-uns que vous allez activer au dernier moment, qui vont vous permettre de passer de 75 à 91, ou j'en sais rien selon les montants que vous avez. Et là, vous allez passer dans ce nouveau stade où plus de personnes extérieures qui ne vous connaissent pas forcément, voyant qu'ils peuvent participer au fait de vous faire passer de 95 à 100, vont y aller. Et donc là, vous êtes sûr d'être sur la bonne phase. Il faut voir aussi que quand vous êtes de manière effective dans votre campagne, donc je ne reparle pas de toute la phase préparatoire comme Hector l'a mentionné, ça fonctionne vraiment par petits sauts et par palier. Donc, vous n'avez pas du tout une augmentation linéaire de votre cagnotte
vous vous dites tous les jours, ah, il y a des gens qui achètent, qui donnent, etc. C'est super. Pas du tout. Il y a des jours où vous n'allez rien avoir ou avoir que quelques petites choses et des jours où ça va fonctionner énormément. Parfois, c'est lié à des interventions, des passages sur France Inter. Et parfois, c'est juste des journées où c'est comme ça parce que selon les jours de la semaine, selon la communication que vous avez faite, etc. Donc, même si vous avez une préparation maximale en amont, il ne faut pas vous attendre à avoir une augmentation linéaire parce que vous risquez d'être extrêmement déçu. Un autre conseil, c'est essayer d'être le plus détaché possible de votre campagne sur le moment. Vous avez fait votre maximum, vous êtes au maximum au quotidien et c'est déjà tellement fatigant, tellement épuisant, tellement stressant que si en plus de ça, vous êtes en permanence en train de réfléchir pour regarder à quel niveau vous êtes, etc., enfin, imposez-vous de ne pas regarder toutes les 10 minutes l'état de votre campagne Ulule ou KissKissBankBank ou que sais-je sur n'importe quelle autre plateforme. Vous pouvez vous dire, voilà, je le regarde tous les temps de jour et je me fixe un peu un programme de suivi de ma campagne. Parce que sinon, enfin, vous allez honnêtement péter une durite au bout d'un moment. Une campagne de crowdfunding, c'est avant, c'est énormément de boulot. C'est pendant que c'est extrêmement stressant et on est à vif et c'est très compliqué aussi de tenir le truc. Et c'est aussi après. C'est pas juste je prépare ma campagne, je le fais, je récolte les sous, on me fait le virement en prenant la commission, c'est super. C'est après ma campagne, il faut que je sois d'autant plus à fond pour tenir mes engagements, réaliser ce que j'ai annoncé dans le cadre de ma campagne, préparer mes envois si jamais j'ai des contreparties ou des produits physiques à développer, etc. Donc, il faut se ménager tant que possible au cours de la campagne parce que l'après fait mal aussi. Donc, il faut anticiper ça. Un dernier truc aussi, et après, je m'arrête sur les conseils parce que je pourrais en donner pendant 8 heures sur les campagnes de crowdfunding. Un dernier truc, si vous avez la possibilité d'être accompagné pendant la campagne, mais faites-le. Alors, si vous avez des associés, ça c'est l'idéal. Si, comme moi, vous êtes seul, n'hésitez pas à trouver des personnes dans votre entourage qui vont pouvoir vous donner un coup de main pour gérer des petites choses, des trucs tout bêtes. Mais si vous avez préparé tout un planning de communication, ça peut être pas mal de donner la main à quelqu'un d'autre, au pire un ami ou quelqu'un qui va le faire bénévolement ou pas. Vous pouvez aussi payer un resto, une bière ou que sais-je à un ami qui va prendre la main sur votre compte Instagram que vous avez briefé avant et qui va s'occuper de juste suivre un planning, de faire les posts, etc. Mine de rien, ça va vous soulager énormément et ça va vous permettre de garder de l'énergie pour ce sur quoi vous êtes vraiment pertinent pendant la campagne. Une campagne de crowdfunding, encore une fois, c'est extrêmement exigeant, c'est très fatigant et ça ne s'arrête pas au moment où la campagne s'est terminée. Donc, si vous avez la possibilité de vous faire aider, si vous avez travaillé longtemps sur la conception et que les choses sont relativement prêtes au moment où la campagne démarre, sachez qu'il y aura toujours d'autres choses à faire. Donc, si vous avez la possibilité de vous faire aider, c'est très bon. Donc, voilà. Je pense que là, tu as donné plus que 3 conseils. Merci Claudie, vous avez donné plus que moi. Tu as même fait les miens aussi au passage, c'est ça que je veux dire. Top. Mais en tout cas, c'était hyper complet. Merci beaucoup. On va maintenant pouvoir passer à un petit moment de questions-réponses. Donc, s'il y a des participants qui ont des questions, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez directement les poser à Clotilde et Hector. Et Clotilde, rien à voir, mais tu l'as fait quand ta campagne de crowdfunding? Trop tôt. Comment? Je l'ai faite trop tôt, je disais. Je l'ai faite en janvier 2020. Et t'en étais dans l'idéation encore? Enfin, t'avais déjà mis les premières briques à la fabrication de la plateforme de l'époque ou pas encore? Non, à l'époque, ça ne devait pas être une plateforme, ça devait vraiment être. Enfin, il devait y avoir une plateforme, on va dire, en support pour définir les programmes, mais après, tout le reste était sur des produits physiques, justement, ces systèmes un peu de box. On envisageait déjà 2 programmes, enfin 2 formats, un format digital et un format physique, mais c'était vraiment loin de ce que c'est actuellement. Et donc, j'avais passé quasiment 1 an à concevoir le principe, à envisager ce que j'allais mettre en place. Et du coup, j'avais besoin de financement assez tôt pour pouvoir réaliser tout ça, développer la plateforme, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la campagne à ce moment-là. Honnêtement, je pense que j'aurais pu m'en sortir plus longtemps sans financement. Après, bon, ça m'a bien aidé parce que la campagne
a permis de financer 1 an du développement du projet. Donc ça, c'est trop bien. J'ai un peu grillé ma carte crowdfunding assez Mais pas tôt. forcément, tu sais que je vois souvent des boîtes qui ressortent en Ouais, il y en a qui crowdfunding. refont des campagnes. Ben Mais là, on bon, l'envisage. Hein. On d'accord. l'envisage. Alors, ça se fait très bien quand tu as un produit. Là, sur du service, encore une fois, c'est plus compliqué parce que tu as déjà sollicité les gens pour faire quelque chose qui s'apparente à un don, parce que même si tu produis, enfin, même si tu leur donnes une contrepartie, voilà, Elle c'est n'est pas plus physique et un petit palpable. goodies que quelque chose qui va vraiment être par rapport au produit que tu développes. Donc, effectivement, les personnes, enfin, les structures qui refont des campagnes de crowdfunding, souvent, c'est pour un 2e, 3e, 4e lancement de produits où, en fait, c'est exactement le même processus. Ce n'est pas tant du financement que de la prévente. Là, moi, j'ai plus des besoins de financement maintenant. Le crowdfunding, ça s'envisage sur la partie associative. Je ne suis pas trop rentrer dans ces détails-là parce que c'est du don. Mais sur la partie vraiment en développement, là, le crowdfunding serait pas vraiment possible si c'était uniquement pour vendre quelque chose. Après, c'est vrai que le crowdfunding, il y a un aspect qu'on n'a pas trop mentionné, mais c'est qu'il y a une visibilité au-delà des clients B2C qui nous soutiennent, qui soit précommandent, soit comme pour toi, plutôt soutiennent le projet financièrement. Il y a une exposition, on va dire, de tout l'écosystème qui souvent est en lien avec l'activité qu'on fait, qui est assez énorme. Et ça, c'est pour ça aussi que c'est un aspect vachement bien du financement participatif, c'est que quand on fait son lancement dans son coin, du coup, en fait, on n'a pas les professionnels forcément du secteur qui s'intéressent à nous parce que on fait ça dans son coin. Alors que c'est vrai que le crowdfunding, ça amène vraiment cette visibilité, d'être un peu sous le spotlight de la place du marché. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool parce qu'on a de l'intérêt qui vient de partout. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un dans le chat qui disait, c'est Mathilde qui dit qu'elle a lancé sa campagne aussi de financement participatif. Donc, j'imagine qu'elle doit être très fatiguée et que ça doit être assez intense. Mais en tout cas, félicitations à toi, Mathilde. Merci beaucoup. Ok, écoutez, voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Autrement, Clotilde, Hector, merci beaucoup pour tous vos conseils. C'était hyper intéressant, c'était hyper complet. On va peut-être laisser une dernière chance pour les questions, sinon, voilà. Les gens peut-être ils pourront directement vous contacter sur LinkedIn. Bien sûr. Ok, Avec grand plaisir, d'accord. s'il y a des questions, n'hésitez pas. On a peut-être Vincent qui a allumé sa caméra. Est-ce que tu as une question, Vincent? Yes, alors moi je voulais revenir sur le réseau Entreprendre. Donc c'était plutôt une question à destination de Hector, parce que malheureusement je ne suis plus étudiant et j'ai plus de 30 ans. Et donc pour Ça Life arrive, for même au Good, meilleur. c'est foutu. Ouais, c'est ça quand on entreprend pour la 3e fois. Donc ma question était de savoir quel était le programme que tu avais rejoint au sein du réseau Entreprendre et de quel réseau Entreprendre tu dépendais. Alors, le réseau Entreprendre, on le choisit pas. Hein. Il est en fonction de l'enregistrement de la société, du siège social. Nous, on est enregistré dans le 94 à mon domicile, dans le Val-de-Marne, et donc on est dépendant de là-bas, malgré que nos bureaux soient donc à Paris. D'accord. Donc ça, c'est la Et c'est première chose. spécifique au Val-de-Marne ou pas, le programme d'accompagnement que tu as rejoint? Non, c'est tous pareil. La chose, par contre, que je dois dire, c'est que je sais de sources sûres qu'à Paris, tout est beaucoup plus compliqué. En fait, ils demandent beaucoup plus de choses parce qu'en fait, il y a énormément d'entrepreneurs en France qui sont domiciliés à Paris, qui vont rejoindre leur société à Paris. Et donc, évidemment, le processus de sélection est encore plus rigoureux et plus difficile qu'en banlieue ou n'importe quelle région de France. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, Réseau Entreprendre, c'est toujours le même schéma. Hein. C'est du prêt d'honneur, un coach et un réseau. C'est vraiment leurs 3 piliers. Ils ont le prêt d'honneur, donc ça, c'est du financement non dilutif, qui est vachement important, surtout au début de la société. Ils ont donc un coach qui est attribué. Souvent, eux, dans le réseau, ils font un peu le tour de trouver quelqu'un, parce que c'est un très gros réseau, un réseau Entreprendre, il y a énormément d'adhérents, de trouver soit un chef d'entreprise, soit quelqu'un qui travaille dans l'industrie dans laquelle on veut entreprendre, ou alors simplement dans un domaine qu'on n'a pas. Par exemple, si on n'a pas de compétences en cosmétique, on pourrait trouver quelqu'un qui est un peu expert des cosmétiques en tant que coach et qui va nous accompagner sur toute la durée du programme, qui dure 2 ans. Et du coup, c'est toujours ce même schéma. Et le troisième, du coup, c'est le réseau. Il y a beaucoup d'activités, il y a des groupes WhatsApp, il y a des événements une fois par mois où on se réunit, toute la promo, tout ça. Donc, ça permet vraiment de créer vachement de synergie au sein de la promo.
D'accord. Par contre, le petit bémol, c'est que entre le moment où on s'est dit, allez, on fait Réseau Entreprendre et on a cliqué sur réseauentreprendre.fr et on a envoyé le premier mail, bonjour, on est intéressé. Et le moment où on a donc perçu les fonds, il s'est passé à peu près 7 mois. Il s'est passé 7 mois. Ouais, c'est un processus très long parce qu'en fait, il y a pas mal de choses. D'abord, il faut créer un dossier. Si tu as déjà fait un BPI France, enfin une aide de BPI France, ça va aller un peu plus vite parce que ça reprend globalement. Et ils ont vraiment leur format de dossier, notamment la partie financière qui est assez lourde. Et ensuite, il y a plusieurs comités en fait. On a d'abord un comité où on passe donc avec les 2 responsables de Réseau Entreprendre. On leur explique tout le projet, ils nous challenge pendant 2 heures. Ensuite, on corrige un petit peu tout ça, tout le BP, tout le dossier qu'on leur avait préalablement transmis. Ensuite, on le retravaille. Et à l'issue de ce retravail, on a 5 entretiens avec 5 membres de Réseau Entreprendre, tous dans des domaines différents. Nous, par exemple, on avait un avocat pour voir si le point de vue juridique ça allait, un comptable, on avait un entrepreneur dans les cosmétiques. Donc on avait toujours un peu des gens qui sont en lien, soit simplement par le fait de créer une société, ou alors du lien de l'activité. Donc là, il faut tous les convaincre. Et une fois qu'on a convaincu tout ça, on arrive devant le boss, c'est Super Mario. Et là, on est devant un grand comité avec le chef de Réseau Entreprendre du département où on est et une dizaine de personnes qui votent. Et s'il y a une personne sur ces 10 qui met un avis défavorable, le projet est recaé. D'accord. Après, en général, ça arrive jamais, il n'y a jamais personne qui se fait recaler parce qu'en fait, dans tout le processus avant, ils le disent. Si le projet n'est pas viable assez vite dès le début, ils vont dire on a regardé le plan financier ou pas le plan commercial ou le plan de développement ou peu importe quel point ça bloque et ils vont dire non, on pense que ça ne marchera pas donc on ne va pas accompagner. Donc si on arrive jusqu'au bout, c'est qu'en général, c'est bien parti. Ok. Et alors justement, tu as parlé de financement remboursable si le projet fonctionne, mais finalement, de ce que je comprends, c'est un prêt d'honneur. Et donc, c'est quelque chose auquel, même si ça ne marche pas, tu seras tenu de rembourser, non? Alors ça, effectivement, le prêt d'honneur, du coup, il est en nom propre, c'est-à-dire qu'il est à Ouais. son nom à toi, Vincent, c'est toi qui empruntes pas pour la société. Enfin, tu empruntes pour le nom de la société, mais du coup, c'est en nom propre. Tes cautions, quoi. Ok. Non, je ne demande pas caution, parce que caution, ça peut être la société emprunte et je suis caution de la société. Là, c'est toi qui fais le prêt. Dans les contrats, c'est uniquement ton prénom. La société n'est pas mentionnée comme bénéficiaire. D'accord. Même si plus tard dans le contrat, il y a une clause qui dit que tu dois reverser cet argent à la société. C'est pas pour partir en vacances avec. Euh, et donc, en cas de défaillance, il faut rembourser le prêt, mais on peut passer en commission et demander l'annulation du prêt. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Il faut le demander, il faut bien le formuler. En gros, dans l'esprit de ce que j'ai compris, il faut la jouer vraiment de bonne foi avec eux pour que, en gros, ils ont tous des réunions où il faut aller, il faut montrer qu'on a bien fait ce qu'on a dit qu'on ferait avec l'argent. Et dans ce cas-là, a priori, ils peuvent effacer la dette. Ou effacer D'accord. une partie de la dette, tout ça. Enfin, tout ça, c'est vraiment à leur discrétion et c'est un peu impossible de savoir. Mais globalement, on peut discuter. Ok, mais c'est pas comme un prêt d'honneur à la Wilco où ils vont te proposer de rembourser que si c'est success, quoi. C'est un petit peu le même principe, mais c'est en non. D'accord. C'est pas Ok. aussi, c'est pas clarifié de la même façon. Sur le contrat qu'on a signé, il y a marqué que si ça marche pas, on rembourse. Mais après, bon, il y a des conditions, il y a des choses. Leur but à eux, c'est vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat. C'est vraiment pas de. A priori, si la société que tu as créée a fait faillite, c'est que toi-même, financièrement, tu as créé une difficulté aussi. Donc, leur but, c'est pas de pousser au fond du trou comme une banque le ferait, d'aller saisir les meubles comme dans les trois Ok. frères. Et je peux demander combien tu as obtenu auprès d'eux? Alors, ça dépend vraiment des moments. Ça dépend vraiment des moments parce que nous, quand on a candidaté, on est en plein Covid, on était en plein Covid. Et pendant le Covid, ils avaient réduit un petit peu les enveloppes, mais globalement, ça va entre 10 et 40 000 euros par personne. D'accord. Donc, si on est 2 associés dans la société, on peut avoir fois 1, fois 2. Ok. Et ça, c'est de l'argent. Est-ce que tu peux l'apporter en compte courant ou comment ça se passe? Oui, C'est ça. D'accord. absolument. Ouais, c'est soit en fonds propres, soit en quasi fonds propres. Donc, le compte qu'on D'accord. associe fonctionne. Notamment parce que c'est vachement plus simple de le mettre en compte qu'on associe. Quand on veut sortir l'argent après de la société, c'est beaucoup plus simple pour rembourser justement le frais d'honneur quand ça marche. Parce C'est que ça si au l'idée, ouais. capital, du coup, c'est des sorties qui sont, d'un point de vue comptable, c'est un peu plus complexe. Ok. Et puis on n'est pas dessus parce que du coup, c'est forcément c'est forcément de la rémunération qu'on se verse. Ou des dividendes, mais dans tous les cas, on est taxé. D'accord. Donc, c'est possible en CCA. Très bien. C'est ça. Ok, bah, j'ai fini avec ma question. Merci beaucoup pour ta transparence et pour ton aide. N'hésite pas.
Avec grand plaisir. J'ai plus de questions, Adrien. C'est bon, Vincent? C'est bon pour moi. Super. Bon, bah écoutez, si on n'a plus de questions, encore merci Clotilde et Hector. C'était hyper intéressant. Et puis, bonne journée à